Estamos con la Universidad de Lille. La Universidad de Lille se remonta al siglo XVI y propiamente se establece en Lille a fin del siglo XIX. Esta universidad es la gran universidad de la región norte de Francia. En el siglo XX, a fin de la década del 60, se divide en tres: Lille 1, Lille 2, Lille 3. Pero esta división termina el año 2018, que vuelve a reunificarse la universidad y tenemos nuevamente la Universidad de Lille. Cabe resaltar que la ciudad de Lille tiene una experiencia muy atractiva, puesto que tiene establece una fuerte relación con ciudades de Bélgica, de la Bélgica de Flandes y la Bélgica de Valonia, como Tournai y como Kontrijk. Así que es una experiencia transfronteriza de gran interés y de gran importancia. Curiosamente, la semana pasada nos acompañó, esta semana, ¿no? Ayer nos acompañó la Universidad de Lovaina la Nueva, que tiene también una sede en Tournai, y Lovaina Flamenca también tiene una sede en Kontrijk. Así que curiosamente hemos completado, ¿no?, la propuesta de la educación superior de esta gran urbe, ahora con la Universidad de Lille. La profesora Beatriz Chelet, una historiadora, miembro de la Universidad de Lille y del Instituto de Estudios Históricos. Los links les he compartido por el chat y estamos atentos a su proyecto, que es repensar la estadística desde la dimensión sociohistórica. Como la estadística tiene un impacto sobre la sociedad civil, y reflexionar sobre la estadística nos permite fortalecer la sociedad civil. Es una propuesta que busca conocer la experiencia del sur global. Beatriz, merci beaucoup pour ce temps, votre aide. Salud de la Université de Saint-Marc. Nous pouvons initier, s'il vous plaît. Okay. Merci beaucoup. Bon, j'espère qu'en français, ça va aller. Ça va. Je vais essayer de parler lentement, ce que je ne fais jamais, mais bon, je vais essayer. Voilà. Et puis, comme c'est vous qui avez le diaporama, c'est vous qui allez passer petit à petit, je vous demanderai à chaque fois de l'activer. Ça, c'est peut-être pas très commun. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je vais vous présenter plusieurs, en fait, projets de recherche, pas projets, plusieurs programmes de recherche et quelques projets qui sont attachés, hein, qui sont associés à ces programmes-là. Et puis, bon, j'espère que ça va susciter un peu des intérêts parce que chez nous, enfin en France, en histoire, quand on parle des chiffres, quand on parle des statistiques, en général, les étudiants, même les collègues, parfois, partent en courant. Ça veut dire que les statistiques, les chiffres font un peu peur parce qu'on les comprend mal, parce qu'on ne veut pas les comprendre, parce que si on fait de l'histoire, c'est pour justement ne pas avoir affaire aux chiffres. Et dans ces programmes de recherche, ce que l'on fait tous, en fait, hein, c'est que Pardon, Beatriz, c'est qu'on prend. pardon. Ouais, allez-y, Perdón. oui. Amigos, amigas, comparto por el chat el journal Histoire et Mesure. Es un número dedicado al tema, justamente Beatriz lo dirige, el tema de la estadística con una aproximación sociohistórica. Beatriz, je partage votre nom de Histoire et Mesure de l'année passée. Oui, oui, oui. Oui, super, merci. Alors, Histoire et mesure va être traduit en anglais. Très souvent, ils traduisent en anglais très rapidement. Enfin, donc, vous pourrez sans doute accéder aussi à ce numéro-là en anglais. Malheureusement, c'est pas traduit en espagnol, mais sur le moteur de recherche Kern, les traductions anglaises sont assez fréquentes. Donc, j'espère qu'ils vont le faire assez rapidement.
Moi, j'avais un PowerPoint en anglais. Bon, j'aurais pu le prendre, mais voilà, j'ai pris le français. Alors voilà, donc je vais vous présenter des projets de recherche, des programmes de recherche, et puis ensuite, bah, les quelques résultats finalement auxquels nous sommes plus ou moins parvenus pour le moment, et puis les perspectives aussi hein, ouvertes par ces différentes recherches. Vous pouvez passer à la seconde diapo, s'il vous plaît. Voilà, alors, non, peut-être celle d'avant. Voilà, c'est ça. Donc, l'université a été présentée par Hector. Merci Hector, hein, effectivement, c'est une université de Lille à laquelle j'appartiens, hein. Et dans cette université-là, il y a eu à un moment, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Albert Broder. Albert Broder a beaucoup travaillé avec l'Amérique latine. Il a beaucoup travaillé sur l'histoire, c'est un historien de l'économie, et il a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Espagne contemporaine, hein. Bon, et ce qui explique aussi ses liens très étroits avec, bah, avec le Brésil, beaucoup, avec l'Argentine. Peut-être que certains l'ont rencontré. Moi, j'ai fait ma thèse avec Albert Broder, et j'avais consacré cette thèse à l'Institut national de la statistique et des études économiques, donc l'INSEE, hein. C'est l'institut public qui fabrique des statistiques en France depuis, bon, bah, depuis le 19e siècle, en fait. Évidemment, à une échelle différente, mais voilà. Et donc, on avait travaillé avec Albert Broder aussi, hein, on avait essayé enfin, moi, j'avais essayé aussi de tisser des liens avec des historiens de l'économie, et des historiens et des historiennes des statistiques, en particulier, je ne sais pas si vous connaissez Alexandre Carbago, qui est au Brésil, il est à Rio, hein, bon, il y a toute une équipe en Amérique latine qui travaille sur le chiffre, sur la production des statistiques, et voilà, il y en a d'autres aussi qui sont installés à Londres, mais bon, c'est un secteur assez dynamique en Amérique latine, hein, ces approches du chiffre hein, ne sont pas du tout, sont beaucoup plus développées en réalité qu'en France, voire qu'en Europe, hein. Donc voilà, le résultat, en Europe, il faut présenter, il faut développer hein, des programmes de recherche pour qu'on fasse des histoires, des recensements démographiques, des histoires, des statistiques en général. Et c'est un petit peu ce que, avec l'équipe, hein, on essaye de faire. Alors, le laboratoire auquel j'appartiens aussi, c'est un laboratoire CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique. C'est intéressant d'être dans un laboratoire CNRS parce qu'ils ont un petit peu de moyens, bon, et que du coup, vous pouvez déposer un certain nombre de projets qui seront, alors bon, s'ils sont sélectionnés, mais qui sont soutenus, ce qui explique hein, que j'encadre un certain nombre, enfin je coordonne un certain nombre de projets soutenus par le CNRS. Et le CNRS, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est une institution publique qui est très ouverte à des collaborations internationales. Alors en particulier parce que c'était les objectifs depuis une dizaine d'années, ils sont très ouverts à des participations avec l'Afrique francophone. Pas l'Amérique latine, moins l'Amérique latine parce que c'est pas la francophonie, et moins l'Amérique latine aussi parce que ce qui les intéresse plus à travers ces recherches avec l'Afrique, les programmes avec l'Afrique, c'est aussi de soutenir disons, des institutions, des universités, des chercheurs qui ont sans doute encore moins de moyens que l'Amérique latine ou alors même que l'Europe, hein. Bon, donc il y a une question de priorité comme ça, ce qui explique aussi, hein, bah, vous allez le voir, l'orientation des différents programmes hein, bah, que je coordonne. Donc voilà, alors, premier programme, c'est une agence, il est soutenu, là je vous montre, je ne sais pas si vous voyez la flèche, par l'ANR, donc c'est l'Agence nationale de la recherche scientifique en France, qui finance des projets. Alors, qui finance des projets c'est pas pour me vanter du tout, mais la sélection est assez rude parce qu'on a peu de moyens, comme partout, d'avoir des financements. Et lorsque vous avez un financement de l'ANR, vous avez un financement pour 4 ans, voire 5 ans, donc ce qui est intéressant. Et puis, vous avez un financement qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, ben, nous, on a eu, je sais plus, c'est plus de 100 000 euros, vous voyez, enfin, on est dans les 300 000 euros. Donc, ce sont des financements intéressants. Ce serait bien de retourner à la diapositive précédente, je présente un peu les projets. Donc, il y a une ANR sur les chiffres en situation coloniale qui s'appelle Compter en situation coloniale et postcoloniale en Afrique francophone, c'est COCOL.
Ensuite, il y a un autre projet qui est financé par le CNRS et toujours avec l'Afrique francophone. C'est un IRN, donc c'est un institut, un International Research Network. Et là, on travaille en collaboration avec quelques universités d'Afrique francophone, le Cameroun, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, etc. Vous avez la liste, Madagascar, le Sénégal, hein, bon. Et ce qui nous intéresse là, c'est aussi de travailler sur la fabrication du chiffre, les usages du chiffre et les enjeux, évidemment aussi, hein, de ces chiffres dans le monde anciennement colonisé par la France et dans le monde de l'Afrique, hein, des enjeux de l'Afrique contemporaine. Donc voilà, il y a un certain nombre de collègues hein, qui participent à ce réseau, donc financé par le CNRS. Il y a aussi un laboratoire, et ça a été rappelé aussi par Hector, et ça c'est très important pour l'Université de Lille. Nous sommes frontaliers, c'est-à-dire que nous avons un voisin qui n'est pas français, mais qui est belge. Et il est très important pour nous de développer des projets avec des universités, avec des laboratoires de recherche, avec des collègues hein, qui sont belges parce que d'abord, pour beaucoup, ils parlent français, donc c'est intéressant, on va plus vite, disons. Et puis parce qu'ils ont des archives qui sont très complémentaires des archives françaises et en particulier dans le domaine des archives coloniales. En réalité, voilà. Donc, on a créé un laboratoire qu'on appelle Laboratoire international associé avec un collègue de l'université de Gand. Et ce laboratoire-là travaille avec nous hein, sur aussi les statistiques des empires, intéressant parce que ceci nous permet de comparer des colonies britanniques, les colonies pardon, belges et la gestion des colonies belges et la gestion des colonies françaises. Et bon, même si on partage beaucoup de choses hein, sur la gestion du domaine colonial, la France et la Belgique ont finalement ont eu des pratiques, des politiques assez différentes et cette approche comparative hein, est toujours très intéressante. Alors, le collègue, c'est Samuel Coguet, hein, qui est à l'université de Gand. Je vous ai mis là, c'est 23 000. Bon, c'est pas énorme comme financement, mais ça permet même de relier aussi, hein, de mettre ensemble un peu des étudiants qui sont belges à Gand hein, et des étudiants qui sont à Lille, voilà. Et il y a aussi, et ça là, j'ouvre un peu des perspectives parce que il y a un projet qui est financé par l'Agence universitaire de la francophonie, donc qui travaille au développement de la francophonie. Et le but de cette agence-là, en fait, c'est de soutenir des projets émergents qu'ils considèrent comme, disons, prometteurs et de les soutenir pendant un an. C'est très court, hein, mais voilà, et nous sommes soutenus avec les collègues d'Afrique francophone qui participent au réseau, en fait. Nous sommes soutenus par l'Agence universitaire de la francophonie pour déposer un projet auprès de l'UNESCO. C'est une chaire UNESCO. Bon, est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ne marchera pas? J'en sais rien. En tout cas, on est engagé dans cette aventure. Hein, et ça, c'est pour 2026. Alors, l'avantage de la chaire UNESCO, c'est qu'elle faciliterait beaucoup, sans doute, l'obtention des visas. Parce que la France est un pays tourné vers l'extérieur, mais bon, évidemment, mais la France est un pays qui, en ce moment, disons depuis quelques années, accorde de plus en plus difficilement des visas. Si vous voulez participer à un colloque en France, alors la situation pour les latino-américains, je ne sais pas ce qu'elle est. En tout cas, pour les Africains, il est de plus en plus difficile d'obtenir un visa si vous voulez même venir à un colloque en France parce que il y a une politique qui est complètement ridicule à mon goût. Hein, bon. Et la chaire UNESCO nous permettrait sans doute hein, de contourner un certain nombre d'obstacles parce qu'il y aurait le poinçon hein, de l'UNESCO. Voilà. Bon, voilà pour les projets, voilà pour les perspectives. Donc, si ça vous intéresse, on pourra revenir hein, à la fin. Mais on va peut-être passer maintenant au contenu de ces programmes. Donc, la diapo suivante. Il y en a beaucoup des diapositives, ne vous affolez pas, hein, j'irai très vite à un certain moment. Donc, si vous pouvez passer à la diapositive, voilà, merci beaucoup. Alors, enfin, quel est le contenu finalement hein, de ces programmes de recherche? Il est très simple. Hein. Euh, les participants considèrent que les statistiques peuvent être en tout cas des signes qui nous montrent comment fonctionnent les institutions, qui nous montrent de façon assez précise hein, quels sont les rapports à l'intérieur des sociétés, hein, des rapports de domination, des rapports de pouvoir. Hein, bon, et les chiffres sont des véhicules
enfin, c'est l'hypothèse hein, forte qui guide tous ces projets. Les chiffres, on considère que ce sont des vecteurs hein, justement de ces rapports de force. Donc voilà, alors je rappelle un petit peu mon parcours, il n'est pas passionnant, mais comment je suis tombée, disons, dans ces chiffres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une thèse d'histoire sur l'histoire de l'INSEE. Hein, bon, c'était une monographie, hein, c'est pas passionnant parce que, enfin, c'est pas passionnant, disons que c'est une thèse hein, qui reconstruit l'histoire d'une institution, mais à mon sens, évidemment, ça fait très longtemps que je l'ai soutenue, mais il faudrait vraiment la remettre en contexte, c'est-à-dire que il faudrait arriver à montrer davantage les liens entre l'institution et la société environnante, ce que j'ai pas eu le temps de faire parce que bon bah parce qu'il y avait déjà beaucoup d'archives. Donc voilà. Alors ensuite, en France, après la thèse, on a ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches. C'est encore une recherche beaucoup plus volumineuse en fait, bah, parce que vous êtes aguerri, disons. Hein, bon, vous avez beaucoup plus travaillé, etc. Et cette habilitation à diriger des recherches, je l'ai aussi consacrée aux chiffres, mais plutôt aux chiffres qui sont fabriqués par des acteurs privés et qui sont fabriqués plutôt des chiffres comptables, disons. La comptabilité des entreprises qui a été très très lente à se développer en France. Hein. Bon, et cette comptabilité des entreprises qui a été aussi disons un vecteur, un point important des relations, disons des tensions fortes entre les patrons en France, les chefs d'entreprise et l'État. Donc à travers hein, l'histoire de la comptabilité des entreprises, en fait, ce que je lis dans cette habilitation, c'est les très lentes transformations des relations entre les chefs d'entreprise français, hein, entreprises publiques et privées d'ailleurs, puisque les règles comptables existent dans le public et dans le privé, et puis l'État hein, en France, comment les patrons ont accepté de se plier à des règles comptables, hein, alors que jusque-là, hein, jusqu'aux années 1970, en fait, hein, les règles étaient très très souples. Hein, comment l'État aussi hein, s'est impliqué dans les comptabilités d'entreprise et a imposé des règles de plus en plus rigoureuses, en gros, à partir hein, de la Seconde Guerre mondiale, et puis ça s'est généralisé dans la seconde, à la fin, enfin dans le dernier tiers hein, des années du XXe siècle. Voilà. Bon, ça c'est pour vous poser un peu le cadre d'analyse. Donc on essaye de décrypter le monde, hein, c'est très ambitieux le monde, à travers les statistiques. Donc on peut passer à l'autre, peut-être la diapo suivante. Voilà, alors, c'est une approche critique, c'est-à-dire que l'on ne prend pas les chiffres et surtout, on ne prend surtout pas les chiffres pour argent comptant. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, hein, c'est de savoir comment ils sont produits et de savoir aussi pourquoi ils sont produits et de savoir aussi quels sont leurs enjeux. Bon, et là, on suit, je ne sais pas si vous connaissez, mais on suit une ligne qui a été donnée en fait hein, par un statisticien et qui était sociologue également, et puis un peu historien, Alain Desrosières, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais qui a, avec d'autres, hein, à partir des années 1970, développé une approche critique en fait hein, de la statistique. À quoi sert cette statistique? Alors lui, il le savait, enfin il le savait. Je veux dire que lui était dans l'institution, c'est quelqu'un qui était à l'INSEE, hein, un polytechnicien de l'INSEE, et ce qui l'a toujours intéressé, c'est de savoir quels étaient les usages et comment on fabriquait ces chiffres. Nous sommes dans cette équipe de recherche, hein, ces équipes de recherche, c'est ce qui nous intéresse. Comment on fabrique le chiffre, à quoi ils servent, et quel rapport de domination ils soutiennent. Et voilà. Alors, on aborde du coup évidemment les statistiques comme des conventions, hein, comme des constructions. Ce ne sont pas des données comme ça qui tombent du ciel. On considère que ces conventions supposent un minimum de consensus. Bon, parce que si l'indice des prix, par exemple, est très contesté, il n'a aucun sens, personne ne le retiendra. Si les chiffres du chômage sont très contestés, personne n'y croira non plus. Donc les indicateurs perdent tout sens en réalité. Hein, bon, on s'intéresse du coup à la construction, à la fabrication de ces conventions, comment ça marche, comment elles progressent, comment elles s'adaptent hein, à de nouvelles réalités. On s'intéresse aussi aux commanditaires de ces statistiques, l'État qui commande des statistiques. Qu'est-ce que c'est l'État hein, c'est très très vague. Les administrations, quelles administrations, pourquoi faire, pour qui hein, et comment. Est-ce que ces commanditaires financent
bien ou mal, ou suffisamment ou pas suffisamment? Est-ce que ces commanditaires finalement font des demandes qui sont complètement à côté de la réalité ou des possibilités, même des statisticiens, et ça peut arriver, hein, voilà, donc la personne, les personnes qui constituent ces commanditaires, hein, ceux qui réclament des chiffres, nous intéressent. On s'intéresse aussi, bien sûr, aux producteurs des chiffres. Euh, qui sont les statisticiens? Est-ce que ces statisticiens ont une formation? Est-ce qu'ils sont bien payés, mal payés? Est-ce qu'ils peuvent avoir intérêt parfois à tirer au sort finalement, tirer au dé, hein, les chiffres qu'ils vont renvoyer aux commanditaires, donc les producteurs, hein, des statistiques? Est-ce que dans la production même des statistiques, il y a des intermédiaires qui vont traduire, par exemple, peut-être des questionnaires, qui vont poser des questions, qui vont traduire les réponses? C'est ça, hein, les producteurs des statistiques. On en voit très souvent des gendarmes dans les colonies, hein, françaises. Qui fait les enquêtes? Ce sont les recensements démographiques en particulier, ce sont les gendarmes. Quelle est donc l'image perçue par celui qui est enquêté lorsqu'il voit arriver un gendarme? Est-ce qu'il ne part pas en courant, même si l'objet du gendarme n'est pas de venir l'arrêter, mais est juste de venir, de venir le compter? Bon, voilà. Alors, on s'intéresse du coup aux producteurs et on s'intéresse aussi, bien sûr, aux usagers des statistiques. À quoi servent ces stats? Est-ce qu'elles sont diffusées? Est-ce qu'elles ne sont pas diffusées? Quand les statistiques ne sont pas diffusées, euh, qu'est-ce que ça signifie en France, par exemple, hein, dans mon université en particulier? Il y a pas mal de chiffres qui ne sont plus diffusés. Quel est, par exemple, le taux d'encadrement? Combien y a-t-il d'enseignants titulaires, pas que les vacataires, mais les titulaires déjà, par étudiant? Est-ce qu'il y a un surencadrement, sous-encadrement? Ces chiffres-là, on peine, et même les syndicats, et même les enseignants, et même les membres de l'institution peinent à les avoir. Ils sont calculés, mais ils ne sont pas diffusés. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on nous cache quelque chose? Est-ce que ça veut dire que, bon, toutes ces questions-là, la diffusion des stats, hein, est évidemment aussi très, très, très importante. Donc, à quoi servent les enquêtes, hein, c'est ça. Voilà. Donc, c'est tous ces points, hein, des statistiques qui nous intéressent. Alors, et on considère aussi, enfin bon, en tout cas, dans l'équipe que je coordonne, on s'arrête beaucoup plus souvent à des statistiques publiques. Ça veut dire à des statistiques qui sont financées par l'État, ou les États, ou les administrations, hein, centrales, bon, que aux chiffres qui sont produits par le patronat. Il y en a beaucoup, des chiffres des chambres de commerce, des chiffres des entreprises. Bon, ces chiffres-là, parce que on a plus de mal souvent à savoir comment ils sont construits, disons, retiennent moins notre attention. Dans le monde colonial, ce sont surtout, hein, les statistiques produites, fabriquées par l'État, hein, bon, qui nous intéressent, et en particulier, hein, dans justement le domaine colonial. Donc, on peut passer à la diapo suivante, hein, voilà. Donc, le jeu des acteurs dans le cadre colonial, hein, ce jeu des acteurs, hein, les producteurs, les commanditaires, etc. Comment tout ça fonctionne? Alors, euh, on s'intéresse aux convergences en fait, hein, qui apparaissent, qui sont fabriquées aussi, hein. Derrière ces chiffres, si tout le monde se reconnaît dans une statistique qui est celle par exemple du chômage, il y a une convergence de vues. Ça veut dire par exemple qu'on considère que le fait que l'État finance des gens qui fabriquent cette statistique a un sens. Donc il y a des convergences. Le chiffre va représenter un intérêt collectif, hein, bon, voilà. On s'intéresse à ces convergences. Pourquoi à certains moments est-ce que tout le monde fabrique des chiffres et pourquoi à d'autres moments on ne les fabrique pas? On s'intéresse aussi aux tensions qui sont suscitées par la production des chiffres, hein. Bon, les tensions qui apparaissent dès l'organisation des enquêtes, les rapports enquêteurs, enquêtés. Bien sûr, il doit y avoir dialogue, mais il peut y avoir tension aussi, hein. On s'intéresse aussi, bien sûr, à la question de l'obligation statistique. Est-ce qu'on est obligé ou pas de répondre au questionnaire, hein, et à quel questionnaire est-ce qu'on est obligé de répondre? Est-ce que c'est juste le questionnaire de l'Institut public de statistique? Est-ce que les questionnaires du patronat sont aussi obligatoires? Est-ce que les questionnaires d'institutions privées sont aussi obligatoires? On s'intéresse à tout ça. On s'intéresse aussi, bien sûr, à la définition des catégories statistiques.
Si la statistique, c'est compter, bon, on va produire des chiffres, hein, en faisant des additions, on va peut-être projeter, hein, ces chiffres en faisant bah, des probabilités, hein, bon, plusieurs possibilités, hein, de développement. Bon, mais ces chiffres ont aussi une vocation, c'est celle de compter, de classer les individus, de les hiérarchiser. Bon, plusieurs catégories, par exemple, les actifs, les inactifs, et en réalité, derrière la construction de ces catégories, vous avez une certaine forme de violence. Si vous êtes considéré comme inactif, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie que vous n'avez pas d'idée sociale, économique, politique? Est-ce que ça veut dire que ben, vous êtes au crochet des autres? Bon, il y a derrière ces catégories statistiques évidemment, hein, des définitions qui sont qui peuvent être très très contestables, hein. Bon, voilà, d'autres catégories, par exemple des jeunes, des vieux. Bon, à partir de quand est-ce qu'on est jeune? Enfin, bon, jusqu'à quand? À partir de quand on est vieux? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est extrêmement normatif, jeune, vieux. Ça suppose que tout le monde s'accorde sur une date de naissance. La date de naissance, c'est quoi? Est-ce que c'est le moment où vous arrivez, bon, l'accouchement, hein, votre mère? Bon. Est-ce que c'est le moment où vous êtes déclaré à une institution? Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on vous inscrit sur un registre. Quand êtes-vous né? Bon, alors, on a tous un calendrier en tête, mais là aussi, c'est très normatif, hein. Je suis né le 20 mai. Bon, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire le 20 mai pour des sociétés qui comptent le temps de façon totalement différente? Donc voilà, là aussi, c'est très normatif et là aussi, il y a une certaine forme de violence. Derrière, bien sûr, ces catégories. Voilà. Donc, bon, on s'intéresse du coup, nous, à ces catégories, à la violence qu'elles peuvent susciter et à leurs objectifs, hein, bien entendu. Voilà. Alors, bon, je vous dis, on s'intéresse. Tous ces programmes, vous l'avez compris, hein, sont il faut bien commencer par quelque part, hein, bon. Donc, on s'intéresse, nous, aux statistiques coloniales. Alors, les statistiques coloniales en soi, hein, ça suppose déjà une définition. Ce sont des chiffres qui ont été produits dans des situations de domination coloniale et qui ont été produits par, évidemment, des colons et pour aussi des colons. Ça veut dire que, ça veut dire que ces statistiques coloniales ne renvoie qu'à la réalité, qu'à une réalité qui est celle des colons dans des sociétés qu'ils essayent, hein, ou dans des territoires qu'ils essayent de coloniser. Voilà, alors ce qui nous intéresse derrière ces statistiques coloniales, alors surtout, vous l'avez compris aussi, hein, surtout en Afrique subsaharienne, hein, donc les pays que j'ai évoqués, par exemple. Voilà. Alors, quelques exemples ici, hein, des statistiques coloniales en action, le Congo belge et l'Empire français. Je vais vous montrer à travers quelques exemples, mais on va aller assez vite, hein. Je vais vous montrer en fait ce que l'on arrive un peu à tirer, hein, d'un certain nombre d'archives de ces statistiques. Alors, première chose, le Congo belge. Entre les deux guerres mondiales, bon, il y a énormément de chiffres, hein, parce les administrateurs font des rapports annuels, hein, qui sont présentés à l'Assemblée. Et voilà, donc on peut passer à la diapo suivante. Donc nous voici au Congo belge. Et qu'apprend-on dans ces statistiques? On apprend déjà dans le monde des administrateurs et des colons, hein, on apprend déjà les rapports politiques entre administrateurs. On apprend les rapports politiques, les rapports de force entre le territoire et la métropole. Alors, par exemple, hein, vous pouvez avoir, vous avez des gouverneurs généraux qui sont les chefs et qui exigent de leurs administrateurs, finalement, un certain nombre de documents, bon, et qui les exigent pour des dates qui sont extrêmement, et qui exigent des documents extrêmement précis, rigoureux, une documentation complète. Moi, ce qui m'a frappé dans ces archives-là, c'est pour ça, c'est une instruction, là, ce sont des instructions de 1927, c'est la précision des informations exigées. Il faut une documentation complète. Bon, à chaque fois que la chose est possible, il faut des chiffres. Bon, donc ça veut dire aussi que l'administration coloniale, les gouverneurs, hein, et puis la métropole croient que le chiffre représente une forme de réalité. Et du coup, on considère que c'est une synthèse, hein, de la réalité. Donc, on peut passer à l'autre diapo. Voilà, alors l'autre diapo.
Merci, c'est pas le recours aux chiffres, donc c'est un élément aussi de contrôle des administrateurs. Les administrateurs qui ne rendent pas en temps voulu, en temps exigé, à la date exigée, les rapports, se font taper sur les doigts, ils sont mal notés, ils risquent d'être mutés dans des territoires qui sont encore plus, disons, enfin qui sont moins favorables, hein, que là où ils sont, etc. Donc recours aux chiffres, c'est un élément de contrôle des administrateurs. Vous arrivez à les tenir, ces administrateurs, en leur imposant des tournées dans les territoires colonisés, et puis en leur imposant des charges, hein, qui sont finalement extrêmement lourdes. On peut passer à l'autre diapo. Donc ça toujours, hein, dans des rapports, hein, de 1927, c'est dans les années 30, hein, qu'on voit ça très très clairement. Pour en tout cas les colonies belges. Donc on peut passer à la diapo suivante, un élément de contrôle des administrateurs. Je pourrais vous le diffuser, hein, si vous voulez le diaporama. Voilà, alors, compter pour gouverner, à quoi ça sert de fabriquer des chiffres, hein, dans ces situations coloniales? C'est très simple. Eh ben, il s'agit, hein, là de compter la population. Et pourquoi compter la population? Ben, bien entendu, pour jusqu'aux années 30 et même après, le travail forcé, c'est-à-dire que vous avez, en fonction du nombre d'individus, vous avez plus ou moins d'impôts, hein, vous percevez l'impôt et l'impôt peut être payé en nature, c'est ce fameux impôt par tête, un impôt de capitation. Et comme souvent on n'a pas forcément d'argent, hein, soit vous rentrez dans le cercle de l'économie coloniale et vous payez en caoutchouc, si vous avez une forêt où il y a du caoutchouc, soit vous payez en travail. Et très souvent, hein, comme on manque très souvent dans les colonies belges et françaises, c'est pareil, de travailleurs, eh bien, vous ne pouvez pas payer votre impôt en argent, et résultat, vous allez payer votre impôt en heures de travail. Et voilà, alors pour ça, bien entendu, la clé du succès et du rendement de l'impôt, bien entendu, c'est de savoir combien il y a d'individus dans les villages, hein, et il y a beaucoup d'administrateurs, en fait, hein, qui peinent à compter les personnes dans les villages pour plein de raisons, en particulier parce que quand l'administrateur blanc arrive dans les villages, tout le monde s'en va, c'est-à-dire qu'il y a des fuites, hein, devant l'agent recenseur, ce qui est un petit peu logique, puisque si vous êtes compté, eh ben, vous risquez, hein, d'être mobilisé, en fait, pour le travail. Bon, et il y en a beaucoup aussi, hein, qui du coup renvoient des chiffres qui sont complètement irréalistes. Vous avez par exemple, alors là c'était, je sais plus, je crois que là il y avait, alors pour d'autres, il y a 111% de rentrées, il y a plus de contribuables, de gens qui doivent payer l'impôt qu'il n'y a d'habitants. On peut avoir, hein, des aberrations, mais ces aberrations-là tiennent au fait que les travaux de recensement sont des tâches extrêmement difficiles, hein, et en particulier parce que quand vous allez, vous, agent recenseur, administrateur, compter la population, on vous demande en même temps de prélever l'impôt. C'est-à-dire qu'il y a une confusion totale entre le devoir fiscal, disons, et puis le travail fiscal, hein, et puis le travail statistique. Et résultat, la population, hein, ne se laisse pas compter et elle ne se laisse pas non plus imposer. Donc voilà, on peut passer à l'autre diapositive. Donc c'est une très lourde tâche et il y a énormément d'erreurs. D'autant que les administrateurs ont très peu de moyens. À un moment, on demande aux administrateurs de prendre, de faire des rapports avec des photos pour que l'on puisse se rendre compte, hein, de la situation des territoires. Bon, mais le problème pour la Belgique, hein, pour le Congo belge, le problème c'est que beaucoup d'administrateurs disent qu'ils n'ont pas d'appareils photo et ils n'ont pas les moyens de se procurer des appareils photo. Donc, voilà, une insuffisance des moyens. Ça nous indique aussi que la hiérarchie coloniale ne sait pas finalement quelles sont les conditions sur le terrain, hein, des administrateurs, et puis des dirigeants, des directeurs de cercle, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais bon voilà. Donc, est-ce qu'on va payer ces photos avec nos crédits? Et il est évident que c'est non la réponse. Donc voilà, on peut passer à l'autre diapo. Donc des moyens qui ne sont pas suffisants par rapport à des demandes qui sont exorbitantes, hein. Et puis, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une confusion systématique entre le recensement démographique et finalement, hein, la perception de l'impôt. Donc les deux tâches, hein,
statistiques et fiscales, hein, étant effectuées au même moment par les mêmes personnes, c'est sûr que les résultats statistiques sont très très mauvais. On peut passer à l'autre diapo. On apprend ça, hein, on apprend du coup, hein, à travers ces statistiques-là, que, eh bien, que les administrateurs n'ont pas les moyens finalement. Autre, disons, particularité des statistiques coloniales, c'est qu'elles exigent de recourir à des intermédiaires et en particulier à des interprètes qui vont traduire les questionnaires, interprètes qui vont traduire les noms éventuellement des personnes, hein, bon, et là, bien entendu, la présence des interprètes introduit un biais tout à fait important, hein, bon, et un biais qui est très difficile, dont on peine à évaluer l'impact. On ne sait pas finalement, hein, ce que dit l'interprète et on ne sait pas non plus comment est l'enquête, puisque l'enquête passe par l'interprète et c'est la même chose pour les recensements démographiques, hein. Du coup, il y a souvent une incompréhension qui tient à la présence de ces intermédiaires. Les intermédiaires sont aussi, pourquoi pas, souvent les chefs de village. Si vous voulez compter la population, il vous faut l'autorisation et puis l'intervention du chef de village qui se trouve du coup dans une position très ambiguë parce que on sait que si on est compté, on doit payer l'impôt, éventuellement on doit partir travailler assez loin, etc. Donc voilà, ça met tout le monde, hein, dans des positions un peu particulières et les biais provoqués par cette organisation-là sont complètement impossibles à évaluer. Donc voilà, peut-être la diapo suivante. Bon, là, c'est plutôt sur le Congo belge des années 30, hein. Alors, il y a des dérapages qui sont très importants et qui ont des conséquences démographiques absolument catastrophiques. Et ça, moi, je l'ai vu aussi pour Madagascar, c'est très, très clair. On le sait aussi pour l'Afrique, bon, l'Afrique de l'Ouest, hein, l'Afrique subsaharienne. Bon, il y a une surestimation presque systématique de la population disponible sur place, et en particulier une surestimation systématique des hommes d'âge adulte que l'on peut envoyer travailler sur les chantiers. Cette population-là est surestimée très souvent parce que à ce moment-là, si vous, administrateur, vous dites il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont disponibles, ben, vous pensez que vous allez être mieux noté que si vous dites dans le territoire que je gère, il n'y a personne. Évidemment, bon, les résultats, il y a des prélèvements de main-d'œuvre qui peuvent provoquer des famines, qui peuvent provoquer des situations absolument dramatiques, hein. Dans certains territoires, si vous prenez par exemple le sud-ouest de Madagascar, toute enfin, le sud-ouest de Madagascar a été complètement vidé de sa population pendant la période coloniale parce qu'on pensait parce que l'activité économique principale, c'est au nord, on a organisé un transfert de population du sud vers le nord et du coup dans le sud, plus personne, il n'y avait plus personne, hein, pour assurer les soudures, pour cultiver, pour s'occuper du bétail et ça a provoqué vraiment des famines, hein, absolument dramatiques. Donc voilà, il peut y avoir, hein, des dérapages et là, par rapport à ces situations-là, bien sûr, hein, les administrateurs, ceux à qui on demande de compter finalement, hein, les statisticiens, sont complètement en porte-à-faux parce que on leur demande de répondre avec exactitude et dans des délais souvent assez courts à des enquêtes très précises et ils voient bien qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et du coup, il faut qu'ils répondent, donc ils répondent et ça provoque, hein, des situations qui ne sont pas forcément très favorables. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, là, c'est la même chose, hein. Donc, euh, et il y a des directives aussi très contradictoires, hein, bien entendu, des gouverneurs, hein, de ces territoires-là. On dit que les prélèvements de main-d'œuvre ne doivent pas gêner la production, ne doivent pas amputer la capacité productive. Et dans les faits, il y a des excès de mobilisation de la main-d'œuvre qui sont absolument avérés, hein. Bon, c'est la situation de Madagascar, c'est aussi la situation de certaines parties, hein, de ce qu'on appelait le Congo belge, hein. Donc voilà, on peut passer à l'autre pour dire que le fait de compter n'est pas anodin. Ça va provoquer, hein, des situations dramatiques. Donc des excès de mobilisation de main-d'œuvre en particulier. Et voilà, je crois que j'en ai fini avec le Congo belge. Si on passe à la diapo suivante.
Voilà, bon, les colonies françaises, donc la diapo suivante. Alors, quelques points, hein, sur les colonies françaises, les charges demandées aux administrateurs dans les colonies françaises d'Afrique subsaharienne sont extrêmement lourdes, et en particulier, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Gallieni, hein, qui organise en fait la conquête de Madagascar, hein, à la fin du 19e, exige, lui, des données très très précises. Je crois qu'il y a une vingtaine de tableaux avec des colonnes, des cases, et il faut remplir, et puis ce sont des recensements qui sont des recensements nominatif, hein, on demande le nom des colons, on demande la provenance des colons, l'âge des colons, etc. Donc, c'est vrai que les administrateurs sont absolument incapables de remplir ça, mais voilà. Donc, on a une boulimie, hein, de statistiques, donc une très lourde charge. On peut passer à la diapo suivante. Tout ça vous raconte ça, hein, bon, et il y a parfois des refus. Il y a parfois des refus de répondre aux enquêtes. Ces refus, on les trouve dans les archives françaises. C'est surtout là que je les ai vus, hein, mais il y en a sans doute partout. Ce sont les colons et ce sont les entreprises coloniales, en fait, hein, qui refusent de répondre aux enquêtes, prétextant que s'ils répondent, eh bien, à ce moment-là, on va savoir qui ils sont, combien ils gagnent. Et là, c'est cette tradition du secret. On ne veut pas que, évidemment, les concurrents puissent avoir des informations. Donc, les patrons français en particulier, refusent de répondre aux enquêtes en métropole, mais aussi, hein, ça marche aussi, ça, complètement dans le domaine colonial. Donc là, vous avez un exemple, hein, bon, un refus de répondre aux enquêtes, refus des patrons. La diapo suivante, s'il vous plaît. Et ouais, la boulimie d'information, ah bah, je ne sais pas ce que ça fait là, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, ce sont les directives Gallieni. Donc, on peut descendre, du coup, encore la diapo suivante. Il y a Voilà, et j'ai trouvé un seul cas d'insubordination, c'est-à-dire refus des administrateurs d'organiser l'enquête réclamée. Et ça, c'est un cas tout à fait exceptionnel, hein. En 1936, vous savez peut-être qu'en France, il y a l'élection d'un gouvernement de gauche, c'est Léon Blum, c'est le Front populaire. Et ce Front populaire, enfin ce gouvernement de Front populaire veut complètement modifier la politique coloniale de la France, qui était une politique d'exploitation, hein, des territoires. Pour modifier cette politique, la première étape pour le Front populaire, c'est d'organiser une enquête beaucoup plus importante, hein, et beaucoup plus détaillée que ce qui existait avant, de changer complètement les méthodes, voilà. Et la première chose, c'est d'organiser un recensement démographique qui serait sérieux dans les territoires. En 1936, vous avez des directives, hein, qui viennent de la présidence du Conseil, du ministère, enfin ce qui deviendra le ministère des colonies, etc. Et là, un certain nombre d'administrateurs refusent de se plier bon, c'est l'insubordination, de se plier et d'organiser ce recensement. Et les refus sont vraiment formulés de façon parfois même très, très insolente, hein. Bon, voilà, là, il y a sans doute une position politique, hein, voilà. Au crayon rouge, par exemple, hein, c'est se moquer du monde de demander un recensement dans la période que nous traversons, etc. Donc, voilà, là, il y a vraiment un refus très, très net. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Mais c'est le seul cas, hein, que j'ai vu, le seul cas d'administrateur qui refusait, hein, de se plier à des ordres. Peut-être la diapo suivante. C'est la même chose. Oui, oui, c'est pas très commode. Alors, bon, résultat pour les territoires français, enfin français, territoires colonisés par la France en Afrique subsaharienne, les situations démographiques sont complètement méconnues. Vous avez systématiquement, à l'occasion de chaque recensement, il y en a assez souvent, hein, des recensements démographiques, il y en a à peu près tous les 10 ans, mais il y en a, ouais, en gros, c'est tous les 10 ans, systématiquement une réévaluation ou au contraire une diminution des résultats des recensements précédents. Donc, méconnaissance des situations démographiques, hein. On peut passer à la diapo suivante, hein. À chaque fois, on rajoute ou on fait diminuer, hein, le nombre d'individus. Donc, dénombrement de 1933, on dit les résultats antérieurs sont faux. Il faut absolument rajouter beaucoup d'individus, hein. Vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on méconnaît même le nombre d'Européens installés dans les territoires colonisés. Bon, et voilà. Donc, on peut passer à la diapo suivante.
Et résultat, tout ça pour arriver à 1945, je pense qu'on y arrive là. Donc méconnaissance dans les territoires, hein, c'est la même chose hein, à Madagascar. On méconnaît totalement la population, ce qui explique les prélèvements forts hein, sur certaines régions. Et pas ailleurs, on peut passer à la diapo suivante. Bon, là, on va passer plus vite peut-être pour pas... Voilà, alors ça c'est la même chose. Oui, donc voilà, bon, et là on en arrive, on est en 1945, là. Il y a une volonté politique de changer complètement la politique coloniale, justement, les pratiques coloniales, hein, on crée l'Union française, donc il y a un changement, il y a une volonté de mettre en valeur les territoires et non plus de les exploiter platement. Disons qu'il y a un petit changement quand même à partir de 1945, mais gros problème, et là c'est un ministre hein, qui écrit ça, la France méconnaît complètement hein, la situation démographique des territoires qu'elle a, des territoires de son empire. Donc, un constat évidemment d'échec, hein, et on va changer complètement les méthodes. On peut passer aux diapos suivantes et on va aller assez vite vers la fin parce qu'à partir de 1945, voilà, résultat, on change complètement de méthode. C'est-à-dire qu'on va en particulier s'appuyer sur beaucoup plus d'enquêteurs locaux, non plus envoyer des gendarmes qui sont souvent, bah, qui sont très souvent hein, finalement des colons. Hein, bon, on va là former des enquêteurs locaux sur place hein, et organiser non plus systématiquement des recensements exhaustifs, parce qu'on s'est bien rendu compte que ça ne marchait pas, mais organiser des enquêtes par sondage. Sondage euh, euh, avec des échantillons, hein, qui sont des échantillons très calculés, enfin très bien préparés hein, pour être suffisamment représentatifs. Vous avez un exemple ici, hein, c'est une enquête socio-économique au Soudan, et j'aime bien cet exemple-là parce qu'on a une petite lettre, c'est écrit, vous voyez, sur un cahier, hein, il a déchiré la page du cahier, et en fait, ce que demande ce monsieur-là, c'est d'être payé pour l'enquête qu'il a faite sous la direction d'un statisticien français. Donc, je ne sais plus, mais les termes sont, s'il vous plaît, j'ai terminé ma mission, payez-moi, vous voyez, un peu, enfin, bon, il va être payé, enfin, ça c'est évident, mais ça veut dire qu'on a une situation aussi là qui a complètement changé, hein, une situation de proximité, en fait. Hein, bon, les statisticiens français vont sur place former des enquêteurs locaux hein, qui peuvent du coup très souvent se passer d'interprètes. Donc on va éliminer hein, les intermédiaires et les biais. Hein, donc voilà, un changement important. Donc on peut passer à l'autre. Hein, il y en a plusieurs des archives comme ça. Allez-y. On va passer à l'autre diapo. Bon, voilà. Alors, bon, les recensements démographiques, il en existe toujours, mais ils sont souvent inadaptés. Hein. Bon, là, par exemple, alors surtout, ces recensements ne seront pas systématiquement organisés pour l'ensemble de la population. On garde, on conserve des catégories et on fait, par exemple, un recensement des Européens et on fait, par exemple, un recensement de ceux que l'on appelle, vocabulaire de l'époque, des indigènes. Vous voyez, donc on a toujours hein, deux poids, deux mesures. euh, voilà, ça c'est le recensement de 1946, le recensement qui pose des questions très précises sur la date de naissance, sur le nombre de personnes au foyer. Bon, vous avez dans ces territoires d'Afrique subsaharienne beaucoup de gens qui sont polygames. Ben, dans les cases du recensement, vous ne pouvez pas indiquer votre seconde femme parce que la polygamie n'est pas reconnue par la métropole. Alors, bon, c'est très, très normatif, hein, tout ça. Donc voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors, est-ce que c'est inadapté? C'est pas forcément très bien adapté en tout cas. Et puis voilà, le recensement de 56, désormais on fait des opérations ciblées, c'est ce que je vous ai dit là, bulletin de recensement, bulletin individuel de recensement, on va recenser les Européens. Et on recensera après hein, les populations que l'on qualifie d'indigènes. Donc voilà, d'un peu des résultats qui sont peut-être un peu meilleurs, mais pas forcément. Donc la diapo suivante, c'est encore la feuille de ménage, je pense. Bon, et vous avez là des données qui sont très précises. Hein. On vous demande votre nationalité, etc. Et puis vous avez aussi, là, on voit qu'il y a un usage d'un équipement mécanographique parce que les colonnes et les lignes hein, peuvent être numérotées. Donc, bon, bah, ça, c'est un peu un détail, mais n'empêche. Et voilà, vous avez les lieux de naissance. Ici, vous avez un Libanais. Hein, et vous avez aussi des questions illettrés. Illettré, donc il n'est pas, bah, il ne sait pas lire ni écrire, hein, a priori. Bon, et du coup, on pose ce type de questions. La diapo suivante.
Voilà, bon, bah là, j'ai fait. Vous voyez que ici, c'est. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais oui, si ce qui change aussi, c'est que vous avez d'un- des volumes, enfin beaucoup plus importants, qui sont consacrés aux explications. Pourquoi est-ce que l'on compte les hommes, comment on compte les hommes, les femmes d'un côté, plus de 40 ans, moins de 40 ans, qu'est-ce qui vous permet, si la population ne répond pas, si les interrogés ne répondent pas, qu'est-ce qui vous permet de faire vos classements, etc. Donc ça, c'est pas inintéressant. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, il y a un recensement expérimental en 55 dans un petit échantillon et je trouve qu'il est intéressant aussi ce recensement parce que vous allez voir que tout est à construire. Voilà, c'est ça, par exemple. Bon, le village de je sais pas quoi. Allez-y, allez-y, passez. C'est le village de Diamo Saba. La diapo suivante, oui, oui, c'était très bien. Ici, vous voyez que tout est écrit à la main. Bon, et vous voyez aussi enfin, il écrit à la main, et vous allez voir que le contrôleur et celui qui a fait l'enquête, hein, eh bien, il fait 10 km, c'est-à-dire que tout se fait à pied, hein. On peut se douter que ça se fait à pied, c'est l'artisanat. En réalité, allez-y, on peut continuer. Donc ça, c'est le recensement expérimental, et vous allez voir voilà, et tout est fait à la main et il faut reconstituer complètement la carte même. C'est la cartographie ici, hein, des cases, hein. Vous avez la case du chef de village et puis les autres cases et vous créez par secteur et en fonction vous allez enquêter, vous, statisticien ou enquêteur, hein, bah, dans le secteur 1, puis dans le secteur 2, et à chaque fois il y a des équipes, hein, qui sont attribuées. On peut passer, c'est complètement artisanal, hein, à la fin des années 50. On peut passer à la diapo suivante, c'est fait à la main. Ah oui, bah là, on voit pas très bien, mais c'est pas grave. Et puis alors vous avez quand même des tableaux qui sont des tableaux, bah, qui sont déjà tapés à la machine, mais là, c'est comme s'il y avait des bâtons en réalité. On compte, hein, on compte les gens et ceux-là, ils habitent dans ces cases-là, vous voyez. Enfin, bon, c'est l'artisanat. On peut passer à la diapo suivante. Et alors, enseignement, et là, il a fallu attendre cette enquête-là pour enseignement, et ce qui étonne beaucoup les statisticiens, c'est l'énormité en fait, hein, des taux de mortalité, et en particulier des taux de mortalité infantile. Ça veut dire qu'on découvre, après, je sais pas, moi, 60 ans, hein, ou 70 ans de colonisation finalement, hein, que bah, dans certains villages, hein, la mortalité est extrêmement élevée, alors qu'il y avait des statistiques auparavant, mais qui n'avaient pas souligné ces points-là. Donc voilà, euh, peut-être la diapo suivante. Il ne reste plus beaucoup, je vous rassure. Voilà, donc on fait des enquêtes, hein, collectives. Tout à l'heure, elle était remplie, la fiche, mais donc on vous envoie ça, vous enquêteurs, 54-55. Diapo suivante. Bon, ben là, elle est remplie, hein, c'est par concession. L'enquête de 54-55. Euh, allons-y, allez-y, oui. C'est la diapo suivante parce qu'on peut passer vite. Vous voyez, enfin, c'est signé. Voilà. Alors pour conclure, ce qui nous intéresse dans ces programmes, c'est de reconstituer en fait toutes les étapes de la fabrication des statistiques. Ça, je cite Desrosières, hein, compter. En fait, donc fabriquer du chiffre, hein, bon, des statistiques, c'est d'abord concevoir. Concevoir, on l'a vu avec les catégories. Vous avez des jeunes, vous avez des vieux, vous avez des actifs, vous avez des inactifs. Bon, aujourd'hui, même des femmes et des hommes, hein, vous savez qu'on a introduit une troisième catégorie. Bon, c'est très, très normatif, hein. Donc, ça veut dire qu'on a une conception du monde que l'on impose à travers ces catégories statistiques. On vous demande de vous classer ou alors on vous classe. Ça peut aller très loin puisque, bah, bon, si on s'intéresse par exemple au recensement de 1951 en Afrique du Sud, il est à la base, ce recensement-là, évidemment, pas évidemment, mais de l'apartheid. On a conçu, on a cassé les populations et on a dit, il y a des blancs, il y a des pas blancs, il y a des simili-blancs, ou je sais plus, on crée des catégories, donc on va concevoir et après, après, on va gérer ces populations en fonction de la case dans laquelle on les a mises. Ces personnes, eh bien, elles pourront ou elles ne pourront pas prendre le bus, habiter en centre-ville, se marier avec d'autres, etc. Donc, c'est très important, hein, c'est très normatif. Donc, compter, c'est déjà ça, évidemment, c'est compter, bon, bah, on va additionner. Ensuite, c'est classer, bien sûr, hein. Si vous êtes dans la catégorie bantou, bah, dans ces cas-là, vous ne rentrez plus dans la ville, hein, par exemple, bon, pour le recensement de 51 en Afrique du Sud. Et puis, c'est hiérarchisé. Donc, c'est tout sauf neutre. C'est ça, hein.
C'est ça qui nous intéresse. Alors, des particularités en situation coloniale, bien sûr, hein, puisqu'on est dans une situation en elle-même déjà de domination, où on ne tient pas du tout compte de la façon dont les populations comptaient avant la colonisation. On a imposé des mesures qui vont finalement casser les mesures antérieures, enfin la façon dont on mesurait antérieure. Et résultat, c'est une domination très forte. Voilà. Alors, je vais peut-être m'arrêter là. Donc, la signification des chiffres, hein, pour nous, est intéressante parce que ça permet de rendre compte finalement des rapports de force entre métropole et puis territoire colonisé. Voilà. Si vous voulez, je ne sais pas comment, mais je pourrais vous faire passer le diaporama. Et puis la suite, c'est une bibliographie de 4 pages. Bon, si ça vous intéresse. Voilà. Parce que sinon, ça va durer peut-être trop longtemps. Donc, merci beaucoup, très grand merci, hein, pour votre bienveillante attention. Et puis, toute remarque, évidemment, hein, est vraiment très bienvenue. Bueno, amigos, amigas, entonces, primero, hacer presente que San Marcos tiene un convenio con el Instituto de Estudios Africanos de Senegal, donde está el profesor Babacar Fall. Gracias al profesor Babacar Fall, comparte pues el interés y la investigación de Beatriz. Así que a la distancia, gracias, profesor Babacar Fall. Cabe resaltar que ya hace 2 años el instituto acompaña en una actividad que es el seminario Atlas Histórico de América, desarrollado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, donde participan colegas de Senegal compartiendo la experiencia americana que tiene Senegal. Entonces, sobre esta relación hay un convenio, se comparte la iniciativa de Beatriz. Beatriz, como vamos a ver ahora la presentación, es una investigación, ¿no? Desde los estudios postcoloniales, ¿no? Hay una reflexionemos sobre la estadística. Entendamos la estadística como una forma de dominio, pero al mismo tiempo de engaño, ¿no? Por un lado, la creencia que los números nos ofrecen la realidad, pero estos números, al ser recopilados, al ser, ¿no?, reunidos por la administración local, nos ofrecen una imagen no tan exacta, no exacta de la realidad, ¿no?, que contrasta con las demandas de la metrópolis. Entonces, Beatriz, no solo ella, ¿no?, porque es una investigación que se hace con universidades de Madagascar, Camerún, Senegal y otros países, primero recuperando la experiencia colonial francesa en África, pero no solo limitándose a esto, sino en adelante proyectarlo a otras áreas africanas y también pensar esta relación entre Estado y estadística, sociedad local, Estado, colonial y estadística, proyectar la experiencia latinoamericana, ¿no? No empieza con África, pero no se queda en África, ¿no? En ese sentido, también Asia, también América Latina, son de gran interés para entender esta experiencia de la relación, ¿no? Estado, estadística, sociedad civil, proyectando ¿a qué? Proyectando que la sociedad civil en la actualidad, siglo XXI, tenga mayor conciencia y mayor rol, participación en la estadística local para, al fin y al cabo, ¿no?, la estadística local permite hacer políticas públicas. Entonces, la mayor participación, atención, seguimiento de la población local en esta será muy importante para su bienestar. Entonces, cabe recordar que Francia, el imperialismo en África es bastante complejo, ¿no? La experiencia imperialista en África, colonialista en África, es muy antigua, ¿no? Estamos hablando desde la edad antigua, puesto que Roma llega al África del Norte, ¿no?
en la edad contemporánea, tenemos pues que esta experiencia que se limitaba a los puertos, cuya expresión, terrible expresión, era esclavitud, ¿no? La esclavitud en la edad moderna, que progresivamente suprimida en el siglo XIX. Para fin del siglo XIX, Europa, dentro de esto a Francia, ingresa al África, ¿no? Controla el interior de África, ¿no? Cabe indicar que en este proceso, África es una palabra muy grande, ¿no? Porque lo que estamos frente, lo que nos encontramos son élites, así como en la América, ¿no? Élites que desarrollan élites locales, ¿no? Élites africanas, que desarrollan distintas estrategias frente al desafío foráneo, extranjero, ya sea inglés, ya sea francés. Así que vamos a ver situaciones donde enfrentan sin éxito o con gran dificultad al poder extranjero, ¿no? La experiencia, este imperialismo es pues de la último tercio, último cuarto del siglo XIX. Francia en particular vive la Tercera República, que se extiende hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero es si bien es una república, la relación es durísima con la población local, ¿no? El caso más extremo, si bien no es Francia, Bélgica, lo conocemos por el Congo, un tema que nos es no muy lejano, porque Roger Casman, que es diplomático inglés, hace un estudio en Putumayo, Perú, Colombia, sobre el drama que vive la población civil ante la explotación del caucho, ¿no? Pero antes, Roger Casman ha estudiado el Congo, ha estudiado la experiencia belga. Entonces, bueno, el caso es que la África, bajo el poder de estos estados, ¿no? Belga o francés, sufre una terrible situación a fin del siglo XIX y de cara a la Primera Guerra Mundial. En el periodo de entreguerras, tras la Primera Guerra Mundial, vemos en Francia un cambio político porque tenemos un gobierno pluralista, las políticas sociales comienzan a ser importantes en Europa, no solo en Francia, y en el marco de esta sensibilidad por la política social, se busca que la estadística cambie, ¿no? Que la estadística esté más atento a otros aspectos demográficos sociales. Al fin y al cabo, ¿no? El ideal del Estado francés del periodo de entreguerras, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, era tener mayor desarrollo en el tema social. Ahora bien, como sabemos, la Segunda Guerra Mundial puso fin a esta república. En medio de la guerra, De Gaulle, hay una reunión de Francia en África Central. De Gaulle anuncia cambios y reformas. Recordemos que Francia ha sido ocupada y un gobierno pro-nazi, así que Francia tiene que reevaluar, ¿no? Su relación con África, y tras la Segunda Guerra Mundial queda muy poco tiempo, ¿no? Porque tras la Segunda Guerra Mundial tenemos que, acabó el año 45, a los 15 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, África se independiza, toda el África, ¿no? La inglesa, la francesa. Ahora, pero este legado colonial es heredado, pues, por los nuevos jóvenes estados africanos que tienen una difícil vida democrática, muchos terminan en dictaduras, ¿no es así? Entonces, estos jóvenes estados africanos heredan esta estadística colonial y se ve, ¿no? Cuando la quieren aplicar, cuando quieren recuperar información, como han visto en algunos slides, los propios encuestadores están rediseñando los mapas, están reconfigurando los mapas que tenían en lo que se encuentra en la realidad, ¿no? Ahora, si bien África es independiente, África tiene el desafío de este marco colonial en el cual se desarrollan sus instituciones. Entonces, el desafío es descolonizar el joven Estado africano, desafío que diríamos que se mantiene, puesto que las dictaduras hablan de un débil
de una débil sociedad democrática, de una débil institucionalidad. Así que este tema no solo es un tema que nos vincula a una tradición, algo que se establece siglos anteriores, sino es un desafío contemporáneo de alguna forma, ¿no? Darle una herramienta a la sociedad local de tomar conciencia de la importancia de la estadística y cómo al mismo tiempo, ¿no? Que la sociedad local renueva su relación con la autoridad local, regional o quizás nacional, se pueda construir, ¿no? Tanto para el Estado como para la sociedad civil, una estadística consensuada, ¿no? Es decir, una estadística que vea y esté atenta a distintas dimensiones que anteriormente no se veían. Claro que esto también sea un proceso mundial, porque, bueno, desde que se establece la ONU, los organismos especializados, la FAO, UNESCO, hay pues un entendimiento, una renovación de lo que es necesario registrar y el valor de la información cuantitativa. Entonces, en esta investigación de Beatriz, que se desarrolló en África, como ustedes ven, se extiende hasta el año 27, pero no se limitará al África, ¿no? Se proyecta hacia otras áreas continentales como América Latina, ¿no? La invitación a flexionar sobre la relación que hay entre estadística, sociedad civil y Estado, autoridad local o nacional, en el mundo contemporáneo, ¿no? Siglo XX, ¿por qué no siglo XIX? Pensando cómo la sociedad local, la sociedad civil local, con este conocimiento, alertará, ¿no? A la autoridad civil de la necesidad de un mejor registro, ¿no? Total. Esta información es base de toda política pública. Beatriz, bueno, merci. Amigos, amigas, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Tienen algún comentario? Beatriz, quelle est votre, quelle est votre la relación entre la santé et l'éducation, entre l'État colonial et l'indépendant État d'Africain? Les chiffres sur la santé, sur l'éducation. Parce que Nigeria, Sénégal au Cameroun, en fait, nous pouvons voir différentes ethnies, différentes nations, ¿no? J'ai ami en Sénégal, mais Sénégal es de Fulani and Wolof, Wolof and Fulani, ¿no? Deux nations vivent en Sénégal. Nous avons une différence entre Fulani et Hausa, et Wolof. Oui, deux en sénégalais, mais nous pouvons rencontrer différences. Bon, de nouveaux États africains, de nouveaux indépendants États africains, la manière d'État africain change de statistiques avec des ethnic vision. Nous pouvons rencontrer différences ou nous pouvons de nouveaux africains États continuent de colonial statistique. À votre avis,
the principal difference, the colonial statistique and independent statistique. La manière the Africans men Ouais. change. Ouais. Merci, c'est une question super intéressante. Alors, en réalité, pour la santé, pour l'éducation, les statistiques de la Banque mondiale sont des statistiques qui sont très fortement influencées par les catégories européennes et latino-américaines, hein, sont les mêmes, et puis l'Amérique du Nord. Les résultats, il n'y a pas d'énormes changements, il n'y a pas de rupture par rapport à des statistiques coloniales, hein. Les classifications des maladies, par exemple, les classifications aussi, enfin du coup, les protocoles, hein, en termes de santé, d'accès aux soins, etc., sont des protocoles et sont des classifications qui sont européennes en fait. Et résultat, enfin je pense, enfin quelque part, hein, c'est un petit peu une des hypothèses fortes aussi de ces programmes, c'est que les statistiques contemporaines dans les territoires anciennement colonisés sont des statistiques très fortement, enfin, qui n'ont pas marqué de grandes ruptures, disons, par rapport aux statistiques coloniales, par rapport aux statistiques de la période coloniale. Voilà, si par exemple, si vous prenez les indicateurs de développement, parmi les indicateurs de développement, il y a la chaise, le nombre de chaises par habitant, c'est très normatif et c'est très européen. On n'a pas forcément besoin de chaises si on habite dans la brousse. Et c'est pas pour ça que le développement n'est pas avéré. Enfin, vous voyez, bon, on reste très, très, très emprunt, hein, par ces catégories finalement, hein, qui sont des catégories européennes et qui sont des catégories de colons, et qui sont des catégories héritées des statistiques coloniales. J'ai évoqué la polygamie, par exemple. Euh, bon, bah, la polygamie reste complètement un cas à part dans les grilles statistiques. C'est un peu la même chose avec, on invente aussi c'est la même chose un peu avec les métis, des catégories qui sont des catégories complètement importées. Bon, et voilà, donc ces classifications qui ont été introduites, imposées pendant la période coloniale, hein, à mon sens, restent très fortement imposées aussi dans les périodes postcoloniales. Il n'y a pas de très grande rupture. Si vous prenez par exemple la composition des indices de prix, euh, ce que mangent les ménages, ce que consomment les ménages, ce que dépensent les ménages, ne serait-ce que le terme de ménage déjà, hein, qui est une catégorie statistique très européenne, hein, bien entendu, parce que ménage, ça veut dire logement. Bon, c'est pas forcément le cas si vous êtes nomade. Comment on compte les nomades? C'est quoi le ménage d'un nomade? Enfin, comment, bon, bref, donc voilà, il y a une très forte emprise encore, hein, des catégories européennes qui restent véhiculées, qui sont véhiculées par la Banque mondiale, voilà, par les institutions internationales. On n'a pas remis du tout au goût du jour les modes de comptage, en fait, et les mesures des périodes précoloniales. On ne tient pas compte, par exemple, on tient compte systématiquement beaucoup encore, hein, des ethnies à Madagascar, hein. C'est complètement, c'est un peu sidérant de voir que vous avez toujours des classifications ethniques dans les résultats des recensements démographiques. On se demande à quoi ça sert en fait, hein. C'est bien pour créer une hiérarchie, bon, et ça, ces reconnaissances de catégories ethniques, hein, ont été complètement fossilisés, quoi, entérinés, hein, par la période coloniale. C'est des stigmates, hein, qui restent jusqu'à aujourd'hui. En réalité, je parlais du recensement de 51 en Amérique latine, pas du tout, en Afrique du Sud, mais bon, c'est bien la même chose avec des recensements ethniques aussi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement, mais La expérience de ethnique avec the stat in Rwanda. In Rwanda, no, Rwanda, nous pouvons bah oui, voir oui, bah ça, the pire bien sûr. experience de Voilà. this Ouais, colonial bah ouais, approach with ethnic, ouais, no? exactement.
Nous pouvons voir des images, nous pouvons lire lien de parenté. Lien de parenté, mais en Europe, the lien de parenté is the mono family. And Africa, in Africa, is a grand family, no a petite famille dans Europe. Bien sûr. Je peux imaginer des problèmes de personnes, de liens de parenté. C'est pas possible. Avec the Europe approach. Beatriz, oui, nous pouvons voir un colonial en les nouvelles États africains. Oui, c'est vrai. Mais nous pouvons signaler some example the African New Statistic, the African New Statistic, an example, peut-être Sénégal, peut-être Congo, peut-être Madagascar, des Africans, des statistiques africains in 70 or in the last 20th century, the young statistic Africans, no, decide to change this statistic. Mais en général, nous pouvons penser the African state continue, no? Continue the colonial statistic. Oui, mais nous pouvons signaler son local experience. Nous pouvons the young African statistic proposer nouveau approach. The local African experience to a new statistic. In your experience, you can find a new proposal in the African for new statistic, new social statistic. Oui, beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, hein, et en particulier dans le domaine de l'agriculture. C'est-à-dire que vous avez des associations d'agriculteurs qui justement utilisent les chiffres pour refaire complètement le cadastre. Donc, pour, disons, refaire les plans, et ça c'est très important, ça marche avec la géolocalisation, refaire les plans des parcelles et à chaque parcelle mettre un nom, le nom du propriétaire. Et ça, sont des nouvelles expériences effectivement au Sénégal en particulier, et qui ont comme vocation essentielle d'empêcher d'empêcher l'appropriation, l'usurpation des terres par, par des entreprises qui sont souvent des entreprises étrangères et qui souvent, très souvent, profitent de l'absence de certificats de propriété ou d'actes de propriété, profitent finalement du fait que les économies antérieures étaient des économies collectives, en fait, des économies familiales et des économies dans lesquelles les propriétés, les parcelles n'étaient pas divisées.
Donc c'était un commun en fait, c'était un bien commun la terre. C'était pas bon. Voilà. Donc et dans certains endroits au Sénégal, justement, on réutilise et ça, on utilise aussi des pratiques de la statistique coloniale parce que c'est l'arpentage, c'est le fait de compter en mètres par exemple, hein, et de mettre des barrières autour des champs. Hein. Bon, ça peut être aussi utilisé du coup cette appropriation de méthodes qui sont des méthodes de statistique d'une période coloniale. Là, visiblement, c'est utilisé comme un moyen de défendre, de défendre la propriété, de se défendre contre les risques d'abus, en réalité. Donc, c'est vrai, hein, mais vous avez aussi des usages des statistiques, mais ça fait très longtemps, même des usages des statistiques coloniales. Par exemple, le cas de Gandhi, Gandhi, l'Indien, enfin, bon, qui était pacifiste et qui était très favorable aussi au départ des Anglais, c'est peu de le dire. Et Gandhi a utilisé, a complètement retourné les statistiques de l'Empire britannique pour montrer la nocivité de la présence britannique justement, hein, en Inde. Il a retourné, il a utilisé cette arme, hein, qui était une arme de domination, donc la statistique des populations en particulier, hein, bon, ou des productions, qui était utilisée par les Britanniques pour montrer la splendeur de l'Empire, mais aussi pour montrer finalement que quand ils étaient là, il y avait de la richesse, etc., les bienfaits, hein, de l'Empire. Gandhi a pris les statistiques de population en montrant que justement, il y avait des populations très pauvres, qu'il y avait des populations beaucoup trop nombreuses par rapport aux possibilités matérielles, hein, de certaines villes, de certains territoires, etc. Donc, on peut aussi avoir, hein, pour aller vite, par les dominés, une appropriation des statistiques qui peuvent servir, bien entendu, à retourner l'argumentation. C'est le cas d'ailleurs de enfin en général, les syndicats. Hein. Les syndicats ouvriers, les syndicats de salariés utilisent très souvent les statistiques publiques, euh, quand ils y croient, hein, statistiques publiques, mais les utilisent souvent pour montrer que les salaires sont insuffisants, que l'indice des prix, le niveau des prix augmente beaucoup plus. Voilà, la population qui s'empare, hein, d'une statistique pour faire la révolution, bon, c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec la minuscule augmentation du prix du ticket de métro. C'était à Santiago, hein, ça a provoqué des émeutes. Vous voyez. Donc, les chiffres, en fait, hein, ont ce pouvoir de canaliser, matérialiser, hein, un moment, ou créer un moment aussi, hein, où si on passe au-dessus du seuil, le seuil de tolérance, disons, est franchi et tout le monde est dans la rue. Enfin, pas tout le monde, mais bon, voilà. Donc, bon, et ça, que ce soit un chiffre colonial ou pas, c'est la même chose. Mais les modes de calcul, les méthodes de calcul, statistiques de santé, statistiques de l'éducation, restent très fortement empreintes, hein, par, par le passage, hein, de la colonisation. Ce n'est pas le cas en Amérique du Sud. Beatriz, Enfin, Mad Université a établi la relation avec Ibadan, Nigeria, Cape Town, Sudáfrica, bon, de África, y en contact avec la Université de San Marc, à Lima, Perú. À votre avis, j'espère que nous pourrons mener des recherches similaires en Pérou, en Andes, conjointement chez vous, conjointement avec la Université de Lille. Nous avons tant la Université de San Marc exprimé la volonté, la nation péruvienne, pour la recherche, pour la transnational research. Beatriz, je pense
vous pouvez visiter l'Amérique latine, le Pérou, continuer this contact. Nous avons Oui, tout à fait. nous avons tendance to develop transnational research to connect civil society and states in this post-colonial approach. Ouais. Amigos, amigas, estamos con la Universidad de Lille. La Universidad de Lille se encuentra en la región norte. Subrayo que Lille tiene una experiencia transfronteriza con la ciudad de Tournai en Bélgica, la ciudad de Contré en Bélgica. Esta semana hemos tenido encuentro con la Universidad de Lovaina, que tiene una sede también en Tournai y tiene una sede también en Contré. Y ahora estamos con la Universidad de Lille, representada por la profesora Beatriz Tuchelet, cuyo tema, cuya investigación africana no nos es ajena, puesto que tenemos contacto con universidades africanas que han participado en eventos realizados ya anteriormente, pensando en la experiencia del sur global y cómo renovamos un diálogo con el norte. Entonces, es una oportunidad en estas relaciones norte-sur y sur-sur que el seminario está atento, acompaña y fortalece. Desde el vicerrectorado académico se tiene presente esta voluntad de crear puentes entre comunidades universitarias y proyectos de investigación, que en este caso particular, como ustedes pueden ver, conecta la estadística, que aparentemente es tan distante de las ciencias, pero es parte integral de las ciencias humanas, a la reflexión sociológica e histórica. Beatriz, amigos, amigas, ¿podrían prender su cámara, por favor, para una captura de la sesión? ¿Podrían prender su cámara? Un momento. Gracias, Ruth, por tu presencia. Amigos, amigos, ¿podrían prender su cámara un momento para tomar... Beatriz, we can take a picture, the session, please. Wait a moment. A ver, un momento. Por el chat se les compartió a todos la referencia de la universidad y también de Beatriz. En este momento lo vuelvo a compartir para que lo tengan presente. Un momento. Ya está en el chat. Pueden ver la referencia de la Universidad de Lille, del Instituto de Estudios Históricos y de la profesora Tuchelet, Beatriz Tuchelet. A ver, vamos a tomar la captura de imagen. Un momento. Ya. 1, 2. 1, 2. Beatriz, merci beaucoup pour votre temps, pour votre aide. Merci à vous. Le français, la langue romance, l'espagnol, oui, nous pouvons exprimer, nous pouvons parler. Muchas gracias, Beatriz. Un gran saludo de Lima, Perú. Así como tu ciudad, nuestra ciudad tiene un río, el Rímac. Así que tenemos muchas cosas en común con Lille. Lille
he visto la región norte es muy hospitalaria, todas las referencias hacen esto, y cosmopolita, cosmopolita. Así que estamos muy atentos a que puedas visitar Lima. Cordialmente, espero que puedas visitar Perú, Lima, para continuar este intercambio en el tema, ¿no? Estadística, sociedad civil y poder local y poder nacional. Construyendo una sociedad civil. Construyamos una sociedad civil en este siglo XXI que es tan necesario y tan importante. Tu trabajo es muy importante en este sentido, Beatriz. Merci, ben merci beaucoup. Et puis, bah, à une prochaine fois, j'espère. Sí, On siempre reste en hay. contact, en toute Sí, façon. vamos a continuar. Amigos, amigas, Oui. les hago presente este 8 de julio a las 10 de la mañana. Estamos con la Universidad de Barcelona, con el director del Departamento de Economía, que nos va a compartir, ¿no?, su investigación sobre los mercados financieros este 8 de julio a las 10 de la mañana. En julio también tenemos a la Universidad de Bolonia y a la Universidad de Bucarest, una alumna de excelencia de administración tomará un Summer School en la Universidad de Bucarest, iniciando relaciones con esta universidad muy importante en la zona de los Balcanes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima sesión. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.